Non, mais je vois. Non, Attends, j'ai pas les slides en ligne, par contre. Je sais pas si. Non, alors là, je coupe le son parce que lui, il n'a pas les slides en fait, Audi. c'est pas grave. Ah, si. Et il ne les voit pas. Ah bah tu vas pas partager. T'es Eh oui. gentil. Alors, attends, hop. Alors, attends, hop. Donc, ben, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir à Cergy. C'est une occasion très rare. Et C'est une séance historique du séminaire puisque c'est la dernière fois qu'il aura lieu ici. en plus, c'est une Ouais. clôture, en fait. Et donc, c'est bien parce que moi, je m'intéresse aux extrêmes, aux événements rares. Et, et en particulier, récemment, il y a eu la COP. Il y a une COP en ce moment sur la biodiversité, mais avant, il y avait la COP sur le climat. Et la question, en fait, d'attribution d'un événement climatique, c'est-à-dire savoir si c'est dû aux activités humaines ou pas, est devenue de plus en plus important pour les décideurs, pour les assureurs, etc. Par exemple, on pourrait se demander si le mois d'octobre qu'on a eu, qui était très très chaud, est-ce que c'est un record? Est-ce que ce record est dû en fait au forçage anthropique, donc au forçage dû à l'augmentation des gaz à effet de serre? Et donc c'est cette question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Donc il y a plusieurs collègues qui ont participé à ce travail. Il y a Paula qui fait une thèse avec moi, et avec Sullivan et Julien. Donc Julien qui a l'UVSQ, et Sullivan qui est dans mon laboratoire près de Saclay, ou à Saclay, Saint-Aubin, plus exactement. Voilà. Et alors, un point important aussi, c'est que j'ai beaucoup de transparents et je pense que je m'arrêterai en cours de route de toute façon. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, parce que le vocabulaire est un peu différent peut-être en climatologie qu'en statistique. Donc, s'il y a des ambiguïtés, il ne faut pas du tout hésiter à m'interrompre. Et comme je disais en introduction, en fait, l'intérêt de cette présentation, c'est d'étudier les records. Donc, le record, ce n'est pas simplement une valeur qui est grande, c'est la valeur qui est la plus grande dans l'échantillon observé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par rapport à une période de référence, la dernière observation est la plus grande. Donc, je vais faire un petit schéma très facile. Et par défaut, j'ai fait l'hypothèse que les gens ne connaissaient pas trop ce problème de détection-attribution. Donc, je passais pas mal de temps pour décrire la problématique. C'est assez simple. Et après, je passerai à la côté stats. Et vous verrez que ce n'est pas non plus des stats très, très compliqués. Et donc ici, il y a un petit graphique. Si on regarde, c'est la des temps. Par exemple, si on commence à 1850 jusqu'à 2100, c'est des données qui sont simulées. Et par exemple, si on regarde les années 1900 à 1950, ben, le record apparaît si la valeur ici est plus grande que le max des 49 des années de 1900 à 1949. Voilà, c'est la définition classique du record. Et bien sûr, quand c'est stationnaire, on peut facilement bouger, par exemple, la période de référence de 50 ans, on peut la bouger dans le temps pour s'imaginer s'il y a un record ou pas. Et là, on voit que le point rouge ici n'est pas un record par rapport à la série temporelle. Et on arrive bien sûr à des choses comme cela. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, la probabilité qui nous intéresse, c'est en fait comparer deux distributions. C'est la probabilité de comparer la distribution de x de t, en bleu foncé, et la distribution des max sur une période de référence. Simplement calculer cette probabilité-là. Donc ça, ce sera l'objet d'étude. Et après, on va mettre cet objet d'étude dans la question de détection et d'attribution. Alors, ça, c'est plutôt une question pour les étudiants, mais il n'y en a qu'une dans la salle, je pense. Et donc, si j'ai une série temporelle, on peut se poser la question, quelle est la probabilité d'avoir x de t qui est plus grand que les observations passées? Et dans des cadres très simples, par exemple, comme dans le cadre ID, en fait, on connaît cette probabilité. Si on ne la connaît pas, on peut commencer à réfléchir à, vous n'avez que deux, si la valeur d'aujourd'hui est plus grande que la valeur d'hier. Si on fait un petit graphique, on voit tout de suite quelle est cette probabilité. Par exemple, ici, j'ai pris deux variables, x1 et x2, pas nécessairement indépendantes, mais échangeables. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les axes de x1 et x2 sont symétriques par rapport
à ça. Et ça, par exemple, c'est une loi bivariée max stable logistique, mais qu'importe, ça pourrait être aussi une loi gaussienne si vous souhaitez. Et on voit que la probabilité que x2 est plus grand que x1, ben, ça veut dire c'est soit on est là ou soit on est là. Et si la masse est symétrique, ben, c'est égal à 1/2. Ça, c'est un truc trivial. C'est juste pour vous donner. Mais on voit que c'est dû à l'échangeabilité des variatoires. Et par exemple, si je regarde maintenant que x3 est plus grand que le max de x2, ben en fait, la distribution de x1 reste la même, mais la distribution de max de x1 change un petit peu. Mais en fait, on peut montrer que c'est échangeable, c'est égal à 1/3. D'accord? Donc ça, c'est une visualisation de ce type de résultat qui est très connu depuis. Il y a des gens en valeur extrême comme Sidresnik qui a beaucoup travaillé sur les records. Et donc, pour résumer, si on a une période de référence de longueur R, si mes données sont échangeables dans le temps, en fait, que la dernière soit plus grande que le reste, c'est simplement 1 sur R. Donc là, c'est super. Et en fait, c'est super pour une raison aussi autre, c'est que d'un point de vue statistique, c'est une des rares équations où je n'ai pas besoin d'observation pour calculer cette probabilité. Ce qui est quand même intéressant. Parce que d'habitude, on a un échantillon, puis on calcule la probabilité. Mais là, on n'a même pas besoin d'avoir les observations. Et donc aussi, ça a l'avantage de nous donner une période de référence, en fait, une quantité de référence. Et un autre point important qu'on va utiliser aussi, c'est que, bien sûr, ça ne dépend pas de la loi marginale. En fait, je pourrais transformer x, par exemple, par une fonction croissante, multipliée par 2 ou prendre le carré, ça ne changerait rien à cette quantité-là. Et dans le cadre des études climatiques, on verra que cette hypothèse de changeabilité, en fait, elle peut être vérifiée pour les modèles globaux du climat. Ça, je reviendrai là-dessus dans la prochaine slide. Parce que la prochaine slide, c'est maintenant, on va passer à la deuxième étape. Là, donc, j'ai défini l'objet d'intérêt, le record. Maintenant, je vais parler de la détection-attribution. Et comme il y a un peu plus de 14 heures et que les gens vont se dormir, on a bien mangé, j'ai mis des images. Et la première image, en fait, c'est une peinture de Turner. Et ici, c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. En fait, ce qu'on voit, c'est que donc à partir des années 1800, entre 1800 et 1900, progressivement, en fait, par exemple, les voiliers disparaissent et sont remplacés par des machines à charbon. Donc, en fait, c'est le début de la révolution industrielle et on commence à émettre un peu plus de CO2 dans l'atmosphère, d'autres gaz à effet de serre. D'accord? Donc ça, on appelle ça un forçage. C'est-à-dire, c'est dans le système, on a augmenté en fait quelque chose. On appelle ça un forçage anthropique. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est rentré maintenant dans l'ère de l'anthropocène. Alors bien sûr, il y a d'autres forçages, il y a d'autres images, par exemple des éruptions volcaniques de forte puissance, comme Tambora, ou en 1991, il y a eu Pinatubo, ont une influence au climat. Donc en fait, à l'échelle globale, il y a plusieurs forçages possibles. Un forçage, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Un autre forçage peut, par exemple, injecter dans la stratosphère des particules. Et dans ce cadre-là, ben, en fait, on sait que, par exemple, après 1991 ou après Tambora, il y a un refroidissement. D'accord? Et par exemple, il y a des historiens qui pensent que après Tambora, il y a eu un effet en 1816 et 1818, et Marie Chélek, avec les Frankenstein, a peut-être été influencée parce que ça s'appelle l'été sans soleil. Donc notre question, on peut l'avoir de la manière suivante, en fait. C'est un petit peu, par exemple, la relation qu'on peut avoir avec le tabac, par exemple. On peut se dire, en fait, soit on a une terre qui fume, d'accord, donc une augmentation, on a des fumeurs, on a une augmentation, soit la terre ne fume pas, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas, on n'augmente pas le CO2. D'accord. Et ce qu'on veut démontrer, c'est comme les gens qui veulent démontrer que le tabac a un effet sur, par exemple, les maladies pulmonaires, du cancer,
En fait, il faut démontrer deux choses. Il faut démontrer que ce qu'on observe dans les observations est en adéquation avec ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on sait que normalement, si on augmente les gaz à effet de serre, en fait, la température se réchauffe. Donc ça, c'est la probabilité de suffisance, on va dire. Mais aussi, il faut montrer que sans la cause, il n'y aurait pas d'effet. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité de nécessité. Ça, c'est dans la théorie, par exemple, contrefactuelle de Pearl. Il y a ces notions-là, et ces notions-là, elles sont, en fait, elles sont écrites dans les rapports du GIEC, par exemple. Ah, je vais déplacer ça, mais je vais... Donc le problème, c'est que par rapport au tabac, heureusement pour les statisticiens, il y a beaucoup de gens qui fument. Il y a des gens aussi, heureusement pour les statisticiens, des gens qui ne fument pas. Donc on a deux groupes qui sont quand même bien distincts. Par rapport à la climatologie globale, on n'a qu'une seule Terre. Donc on n'a pas de Terre qui n'est pas non fumée. Donc, pour résoudre cette situation, une des manières, c'est la seule manière possible, c'est d'avoir en fait des avatars de la Terre, en quelque sorte, des modèles numériques qui nous représentent en fait ce qui peut se passer au niveau de l'interaction entre l'océan et l'atmosphère, au niveau de la végétation. Donc, il y a beaucoup de gens dans plusieurs labos de France et aussi à l'étranger qui travaillent sur ça. Et en fait, il y a des modèles couplés d'océan, d'atmosphère, avec de la végétation, etc., qui ont été développés depuis plusieurs décennies. Et donc, ces modèles numériques ont un avantage, c'est qu'on peut jouer avec. On peut maintenant créer une Terre qui fume en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut augmenter les gaz à effet de serre, et donc on peut voir la réaction de ce modèle numérique par rapport à cette entrée. Oups. Donc pour résumer, donc on a la réponse du système climatique qui est influencée par les forçages naturels, comme je l'ai dit, par exemple le forçage solaire, le forçage volcanique. Il y a les activités humaines. Il y a un autre élément qui est aussi pas problématique, mais même si tout était constant, s'il n'y avait aucun de ces forçages, de toute façon, il y aurait la variété interne du climat qui ferait que s'il y avait une Terre en parallèle dans un autre univers, elle ne suivrait pas exactement la trajectoire. Et il y a un autre élément qui rentre aussi en compte, c'est que comme on a une approximation numérique, comme on n'a pas plusieurs Terres, le fait qu'on utilise un modèle numérique, on introduit une erreur dans ce modèle, par ce modèle. Mais dans ce cadre, on peut quand même jouer en faisant des simulations avec tous les forçages, donc on appelle ça run factuel ou run historique. D'accord ? Donc ça, on essaie de reproduire les trajectoires observées. Et on peut aussi avoir un monde contrefactuel, c'est-à-dire que lorsque on a simplement le forçage naturel, ce qu'on aurait pu observer si les humains n'étaient pas sur Terre. Et donc, on appelle ça le forçage naturel. Donc voilà, c'est un petit peu les expériences numériques. Et ces expériences numériques, bien sûr, elles sont très compliquées. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur ces expériences numériques. Elles coûtent très cher. Il y a des équipes de plusieurs dizaines, voire de centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Et les runs sont prédéterminés depuis à l'avance, c'est-à-dire qu'il y a des plans d'expérience dans CEMIP, c'est donc des expériences par réseau de modèles, qui essaient de mettre en place ce type d'expérience. Donc maintenant, pour l'instant, je n'ai pas parlé d'extrême vraiment, et comment introduire la problématique d'extrême dans ce cadre. Eh bien, en fait, maintenant, comme on a deux mondes différents, le monde factuel et le contrefactuel, on peut se poser la question, là simplement une loi bivariée par exemple, qui serait en bleu. On peut se poser la question, en fait, si je m'intéresse aux extrêmes, par exemple, si je regarde la surface triangulaire grise ici, on peut se poser la question, en fait, un extrême, c'est un événement qui aura une faible probabilité, très faible, par rapport à une situation bleue, mais
supposons que maintenant que dans le monde factuel, la distribution a changé, alors la probabilité d'être dans cette R ici, eh bien, va croître, par exemple. Donc, la question, c'est bien de comparer, en fait, si on fixe un seuil assez élevé, donc une probabilité faible, comment cette probabilité faible change quand on passe du monde contrefactuel au monde factuel. Donc, je vais introduire quelques notations. Alors, ça va être assez facile, mes notations, moi, je pense. La distribution, la CDF, de l'échantillon X du monde contrefactuel, je l'appelle G. G comme Gaïa, la Terre originelle. Et c'est moins original ce que je veux dire, parce que la distribution de Z, c'est pour le monde factuel. Notation, facile, F factuel, et G, Gaïa, c'est le contrefactuel. Et donc, qu'est-ce qui intéresse les gens dans la communauté, les climatologues qui travaillent sur cette question-là? IIS, ça veut dire Extreme Event Attribution, pardon. Et donc, en fait, c'est calculer ces deux probabilités. Probabilité, comme je disais tout à l'heure, que si X est grand, dans le monde factuel, contrefactuel, pardon, est plus grand que X, ou dans le monde factuel est plus grand. Donc, on appelle ça 0 ou 1, c'est 0 ou 1. Et après, on confute, et après, il y a des rapports relatifs qui sont calculés. Alors, bien sûr, ce qu'on peut voir, et on peut interpréter ça, ces rapports-là, dans un sens causal, mais ce qui est important de voir, c'est que comme U est grand, P1 est très petit, P0 est très petit, donc on a 0 divisé par 0. Donc on se dit que pour l'inférence, ça ne va pas être non plus très agréable. Mais n'empêche que les gens veulent calculer ce type de rapport. Ou ils veulent calculer des changements de quantile. Oups, j'arrive pas à enlever ce truc-là, donc je le laisse. Alors tout ce que j'ai dit pour l'instant, c'était assez simple. Mais quand on s'approche de la problématique, c'est vrai avec tous les problèmes appliqués, plus on s'approche des données, plus on s'aperçoit qu'il y a des approximations à faire ou des choix à réaliser, on a une compréhension plus fine en fait, de toutes les incertitudes du problème. Une des premières questions qui n'a pas encore été résolue, donc pour ceux qui voudraient participer à ce type de recherche, la définition de la variable d'intérêt. En fait, souvent, par exemple, la canicule de 2003, les gens ont défini une certaine région, ils se sont dit, ben voilà, une certaine durée pour définir la canicule de 2003. Mais une autre canicule, ils vont choisir une autre région et une autre durée, par exemple. Et donc, définir l'objet d'intérêt, la canicule, par exemple, c'est des choix. Et pour l'instant, ils sont plutôt faits par les experts, mais de manière un peu arbitraire. Donc, c'est un sujet de recherche intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Ensuite, il y a la résolution spatiale et temporelle de notre problème. Tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de la canicule, du fait que peut-être que là, on a eu un record de température en octobre en France. Donc là, ça veut dire la région, ce n'est pas le globe, c'est la France. Et la temporelle, c'est le mois d'octobre. Mais bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les inondations qu'il y a eu au Pakistan, qui sont beaucoup, l'échelle spatiale est beaucoup plus grande, la variable aléatoire est très différente, parce que pour les inondations, c'est plutôt la précipitation, qui n'est plus du tout gaussienne, alors que les températures sont plutôt des distributions assez légères. Donc, il y a cette problématique de choix de variables et définir le domaine spatial et temporel. Et ensuite, il y a cette problématique aussi que vous connaissez tous, par contre, j'en suis sûr, c'est vous donner le même problème à 10 statisticiens, vous avez 10 modèles de stats différents. Donc, quels sont pourquoi, en fait, certaines personnes préfèrent ce type de modèle, etc. Et il y a bien sûr des choses qui sont plutôt arbitraires. Souvent, c'est parce que j'ai travaillé sur ce type de modèle-là que je vais travailler avec l'autre, le même modèle, parce que j'ai une expérience là-dessus. Ce n'est pas tellement peut-être des données qui...
Donc ça, c'était des choix à faire. Mais en plus, même si j'arrive à faire ces choix-là, il me reste quand même beaucoup d'erreurs et d'incertitudes. Alors, comme j'ai dit, dans les erreurs... Ah, il y a quelque chose dans le chat. Peut-être une question. Non, c'était toi. Tu vérifiais que je suis bien, je suis ma présentation. Et donc, les sources d'erreurs, il y a le fait que, par nature, le système est chaotique et donc il y a une nature naturelle du climat. Comme je l'ai dit, il y a des éruptions volcaniques qui arrivent de temps en temps, mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera la prochaine. En général, c'est toutes les 70 ans, une fois par siècle, des choses comme ça. Donc, mais enfin, il y a une autre incertitude qui est très différente, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on utilise un modèle numérique pour représenter le système Terre, donc il y a une simplification énorme, parce que le système Terre est beaucoup plus que ça. Quand on travaille avec les observations, bien sûr, les observations ne sont pas correctes. Bon, indirectement, il y a des erreurs de mesure, etc. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a le problème de choix de modèle. Ensuite, arrivent les problèmes d'inférence. Même quand je fixe mon modèle, il faut que je calcule les paramètres de mon modèle. Et là aussi, j'ai une erreur d'incertitude due à l'inférence. Et dans notre cas très particulier, vous n'arrivez pas à lire ce qui est marqué en bas, alors je vais essayer de monter si je peux. Voilà. En fait, il se peut que dans notre cas très particulier de notre étude, en fait, un événement factuel est pratiquement impossible dans le monde contrefactuel. Par exemple, on a observé récemment, je crois que c'était à Brest, des températures de 40 degrés, alors que peut-être que c'était impossible en 1900. Et comme on va faire le rapport de deux probabilités, ça pose des questions. Donc là, je vais faire un rapide tour de table des méthodes qui existent actuellement. Il y a des méthodes, donc comme j'ai dit, l'objet d'intérêt, c'est les probabilités de dépassement de seuil qui sont celles-ci. Donc il y a des gens qui s'intéressent à des méthodes conditionnelles, c'est-à-dire que eux, ils prennent non pas un modèle global, mais un modèle plutôt à plus fine échelle, donc avec une représentation de la physique meilleure, mais l'inconvénient, c'est qu'ils doivent forcer les conditions au bord de leur modèle, en particulier SST, ça veut dire Sea Surface Temperature, donc c'est la température de l'océan. Et donc, il y a cette problématique-là qu'il faut trouver ce conditionnement. Et ensuite, en fait, si on veut vraiment calculer ça, il faut intégrer par rapport à tout ce conditionnement, et donc c'est des temps de calcul énormes. Donc j'utilise beaucoup de puissance de calcul. Alors, la méthode inconditionnelle, c'est pour attaquer directement au problème. Il y a des collègues de Météo France comme Aurélien Rib qui travaillent là-dessus, avec Occitane. Et là, ça a l'avantage d'être assez rapide au niveau de la statistique. Mais après, c'est sûr que si on va à une échelle très très fine, par exemple l'échelle d'une région en France, les modèles globaux ont du mal à marcher dans ce cadre-là. Parce que la grille d'un modèle en fait, de climat, c'est à peu près de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, si on s'intéresse à une région particulière en France, on n'a peut-être pas la résolution spatiale pour le. Et il y a une autre approche qui est plutôt une approche météorologique, c'est plutôt d'expliquer un petit peu le modèle, l'événement, mais il y a beaucoup moins de stats et de probas dans cette approche-là. Donc, nous, on va se passer plutôt dans ce cadre-là, dans la méthode inconditionnelle, sauf qu'on adapte au record. Vous vous rappelez, au départ, je parlais de record. Donc maintenant, je reviens à ma figure de départ et j'ajoute le monde factuel. Donc là, j'avais mon monde contrefactuel qui est à peu près stationné, on va dire. D'accord? Mais en vrai, on sait que dans la réalité, par exemple, les températures devraient croître. Ça, c'est un exemple simulé, mais on voit que la probabilité maintenant des records va changer. Parce que si je compare, par exemple, la période de 50 ans sur cette plage ici, en fait, la probabilité que la variable observée dans mon monde factuel soit supérieure à la distribution passée de toutes les observations dans le monde contrefactuel sur cette période-là est beaucoup plus grande. D'accord? Donc, en fait, on parle maintenant
de record dans un cadre non stationnaire. Et plus le temps avance, plus la période de référence augmente, plus ça change. Donc en fait, par rapport au graphique précédent, on avait deux distributions, mais là, on a notre distribution qui va changer. En fait, cette distribution qui va faire qu'on doit prendre en compte ces différences. Là, pour l'instant, donc on va passer maintenant un peu plus à la formulation mathématique du problème. Donc en fait, ce que j'ai fait simplement, j'avais dit que par les passés, les gens sont intéressés à des probabilités de dépassement avec U qui était fixé. Nous, on a remplacé maintenant le U par une variable aléatoire qui est le max des variables passées. Et donc, on compare là le factuel avec le contrefactuel. Et là, je compare le contrefactuel avec le contrefactuel. Et donc, si je reviens à ce que j'ai dit au début, ben dans le monde contrefactuel, il n'y a pas trop de problème à supposer que cette probabilité-là, c'est 1 sur R. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, par contre, ce ne sera plus 1 sur R. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, je calcule le phare, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait du phare qui va arriver, c'est fraction of attributable risk. Ce n'est pas du phare breton. Ici, on a un rapport de deux probabilités qui sont faites, mais l'avantage, c'est qu'ici, je connais une. Je contrôle 1 sur R. Donc en fait, P0 de R, je n'ai pas à l'estimer, comme j'avais dit au départ, et je n'ai pas à observer ça pour dire que c'est 1 sur R. Par contre, j'ai besoin de mes X ici pour calculer ça ici. Donc ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est le P1 de R. Donc j'ai transformé mon problème, j'avais deux quantités à estimer, maintenant j'en ai plus qu'une seule. Il y a déjà un gain par rapport à ça. Et j'ai introduit une nouvelle variable, en fait. Au départ, ça paraît très compliqué, mais vous allez voir, c'est tout à fait simple. Donc, vous vous rappelez, G, c'est Gaïa. Ça, c'est la distribution du contrefactuel. Et Z, c'est le factuel. D'accord? Donc, j'applique la CDF de X à Z. Donc, bien sûr, si X était égal à Z, G de X, ce serait uniforme. Et moins log d'une uniforme, ce serait une exponentielle. D'accord? Sauf que, pas exactement ça, parce que là, elles ne vont pas exactement la même distribution. Mais par contre, ce qui est très facile à écrire, c'est que P1 de R égale à ça par définition. Et si je suppose que mes variables sont indépendantes, pour simplifier la notation, je peux fixer Z, intégrer sur les Z, et dire que le max est plus petit que Z, ça veut dire que c'est une puissance F, G de R. Et donc, ça me revient à dire c'est l'exponentielle de R-1 W. Et donc, W, c'est la loi qui est ici. Et R, ici, c'est en fait transformer de la place. Tout ça. En gros. Donc, on a ça. Et donc, ce que je veux dire par là, avec cette formule-là, ne vous formalisez pas trop par rapport à celle-là, mais c'est surtout qu'on a introduit cette nouvelle variable aléatoire qui est en fait une combinaison des deux variables. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est cette nouvelle variable ici. On sait que si le monde factuel était égal au monde contrefactuel, on aurait une loi exponentielle. Mais est-ce que, dans mon exemple que je vais traiter maintenant, dans l'application, je vais parler, ce sera des précipitations, des max annuels de précipitation. D'accord? Et en fait, si on regarde le max annuel de précipitation en 2022 ou en 2021, etc., on peut supposer qu'ils sont indépendants. Le max de précipitation. C'est des max annuels. Je n'ai pas encore parlé du triplet des valeurs extrêmes. Gumbel, Féchet et Weibull. Donc en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît cette distribution, mais chacun a sa propre distribution. Mais en fait, cette distribution peut être écrite de manière plus générique en quelque sorte. Donc en fait, c'est un peu comme le théorème central limite. Le théorème central limite dit si j'ai une somme avec une valence finie, ça converge vers une loi normale. Au niveau des valeurs extrêmes, si à la place de prendre la somme, je prends le max. Le max, si ça converge vers quelque chose, ce quelque chose, cette distribution doit avoir cette forme. C'est assez puissant comme résultat, puisque
même si la variance était infinie, ce serait le cas. Donc, ça, c'est une classe assez riche. Et elle est caractérisée par 3 paramètres. Un paramètre mu de centrage, sigma un paramètre visuel. Et xi caractérise la queue de la distribution. Donc, par exemple, si xi est égal à de valeur positive, c'est des distributions de type Pareto à queue longue. Donc ça, c'est en fait, donc comme je reviens à mon exemple, moi, j'étudie des max annuels de précipitation. Donc, je peux espérer que ça suit ce type de distribution. Mais c'est juste une hypothèse. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, en fait, si G était une GEV, donc une distribution de valeur extrême de max, et la distribution de Z était aussi une distribution d'une GEV, alors, si je combine les deux avec cette écriture-là, alors la distribution de W, c'est pour ça que je l'ai appelée W, hein, je pose la question, c'est une loi de Weibull. D'accord? Et ça, c'est pour des xi qui sont 0,2 et 0,25. Donc, ils sont positifs, mais ils peuvent être différents. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que même quand les xi sont négatifs, c'est-à-dire des fonctions à support borné, en fait, si je fais la même chose, j'obtiens encore une Weibull. D'accord? Et en fait, on peut montrer assez facilement que si je suppose que j'ai une GEV dans le monde contrefactuel et une GEV dans le monde factuel, et si je crée la graphe W, même si les paramètres sont différents, par contre, il faut qu'ils aient le même support, alors W aura une distribution de Weibull. D'accord? Alors, un petit, pas bémol, mais en fait, Weibull est un peu difficile dans le sens que Weibull, quand je parle de Weibull maintenant, c'est le Weibull de la distribution de l'ingénieur. Avant, quand je parlais de Weibull, c'était le Weibull des valeurs extrêmes. Donc, il y a des conventions dans la... Comment on appelle une loi de Weibull? Ce qu'on appelle une loi de Weibull, il y a 2 définitions d'une loi de Weibull qui peuvent être mises ensemble, mais c'est la même distribution, sauf que la paramétration est différente. Donc là, quand je dis une loi de Weibull, c'est une Weibull de type ingénieur. Donc on peut, là c'est plutôt l'expression mathématique de ce que je viens de raconter à l'oral, et on peut bien sûr estimer, calculer par exemple P1 de R dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ici on a si Z suit une loi GEV avec 3 paramètres, et si X suit une loi avec 3 paramètres, la Weibull ne suit que 2 paramètres. Donc j'ai un gain en fait, je gagne des paramètres. Il y a un côté un peu magique. Il y en a qui diraient que c'est dans le brouillard. Mais en fait, l'état de Weibull, c'est le rapport des queues de distribution, et l'embla dépend des sigma. En fait, ce qui se passe, pourquoi on arrive à passer de 6 paramètres, après vous avez 6 paramètres à 2 paramètres, il y a plusieurs raisons à ça, il y a 2 raisons. Une raison, c'est que le support, j'ai dit, doit être le même. Donc ça a une contrainte sur les mu. Donc je peux faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mu ici. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a une perte d'information. C'est que ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on fait du relatif. En fait, quand j'applique, si je multipliais Z par 2 et je soustrais à X3, par exemple, au niveau des records, ça ne changerait pas. En fait, et donc, c'est le fait qu'on soit en relatif, les records, c'est toujours des choses relatives. Par exemple, une température que vous l'exprimez en Kelvin ou en degrés Celsius, ça ne changera rien du tout dans le fait qu'on a un record. Et c'est pour ça qu'on a un gain de paramètres. Donc, on a une réponse qui est relative et pas absolue. Alors, en pratique, comment on fait? En fait, on ne fait pas un fit avec 6 paramètres. Ce qu'on fait, c'est que c'est là où on a un gain de temps assez important, c'est qu'on construit W. En fait, on a Z, on remplace G par la fonction empirique de G. On calcule des pseudo-variables. Et ensuite, on regarde, on vérifie si elle suit bien une loi de Weibull. Donc, on ne vérifie jamais si c'est GV, puisqu'en fait,
il y a une équivalence entre les deux. Et donc, la seule chose qu'on vérifie dans nos calculs, c'est que est-ce que W suit bien une variable dans nos observations. Mais ça va être plus clair, j'espère, plus tard, parce que la variable a deux paramètres. Et donc, si je veux faire une estimation de mes probabilités au-dessus, en fait, c'est vraiment de la stat vraiment simple, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est que la variable est caractérisée par lambda et k. Donc, je fais varier lambda et k en fonction du temps. J'utilise une méthode un peu des moments, en fait, parce que le premier moment est très facile à calculer. Bien sûr, il faut faire attention, parce qu'ici, on passe par la fonction empirique de G, mais ça se fait bien. Donc, j'ai deux moments. Donc, à partir de deux moments, je peux résoudre cette équation et trouver mes paramètres k chapeau et lambda chapeau. Et ensuite, je peux injecter pour calculer pour n'importe quel R. Donc, en fait, même si j'ai des observations que sur une période de 30 ans, je peux calculer un record sur une période de 100 ans, par exemple. Je peux extrapoler mes records si je le souhaite. Et ça, du coup, ça ressemble un peu à des trucs de stationarité locale. Parce que Voilà. le lissage avec les noyaux, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Oui. Alors, un exemple visuel. Donc là, j'ai pris un point aux États-Unis, Richmond, et R est égal à 10 dans ce graphique-là. C'est les records sur une période de référence de 10 ans. Et ce qu'on voit, donc bien sûr, on commence à 1 dixième, parce que la probabilité d'avoir un record dans un monde stationnaire, c'est 1 dixième, donc on part de 1 dixième. Et on voit que finalement, avec le temps, on augmente. Et on passe à, on multiplie ça par 4 en 2000. Par contre, si je regarde les records sentinelles, donc la période de référence plus grande, là, on part de 1 centième, donc on part de plus bas, et on se multiplie, voilà, ça pourrait être multiplié, mais bien sûr, l'intervalle de confiance est beaucoup plus grand, puisque la période de référence est beaucoup plus longue, c'est 100 ans. Donc on est plus dans les valeurs extrêmes, et donc la bande de confiance augmente. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on le voit aussi par rapport au globe? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, donc ici, ce qu'il faut voir, pareil, c'est la probabilité des canals qui est calculée, encore. Et donc, la couleur bleue correspond quand on est égal à 1 dixième. Ce qui est normal, puisque sur une période de 10 ans, la probabilité de battre le record dans un monde échangeable, ce serait 1 dixième. Et on voit ce qui se passe au cours du temps, donc 1850, 1900, 1940, 1970, 2000, 2020, etc. Donc, on s'aperçoit, par exemple, que, en fait, maintenant, on passe à la couleur jaune, des fois même à la couleur rouge. Ça veut dire que dans certaines régions, on a multiplié par 8 cette probabilité. D'accord ? Il y a d'autres régions, par exemple du Chili, etc., où on n'a pas cette... on a même des fois une diminution. Donc, ce n'est pas la réponse du système climatique à l'augmentation du CO2 sur les précipitations n'est pas globalement homogène. Il y a des structures spatiales qui se dégagent. Alors, une question. Ouais. Donc là c'était un graphique avec le modèle de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc ça, c'est notre labo. Mais j'aurais pu prendre un autre modèle. Parce qu'en gros, quand je vais parler de modèle climatique, il y en a beaucoup en fait. Nous, on a un grand pays, la France, on en a même deux. Le modèle de Météo France et le modèle de Paris. Parce qu'il faut toujours que Paris. Mais d'autres pays, alors le modèle de NCAR, c'est le modèle américain. Et donc, il y a toute une liste de modèles. Et comme je dis, chaque modèle donne une réponse différente, un peu différente. Il y a bien sûr des cohérences, mais un peu différentes. Donc, comment prendre en compte l'erreur du modèle climatique? Et comme j'ai dit, tout est relatif. Donc, il me reste encore 5 minutes, c'est ça? Tu vois? Oui, je vois. Là, tu vas le voir. Non, je ne peux pas trop tarder de toute façon. Et donc, comment mélanger les modèles climatiques? Maintenant, j'en ai une liste, 20, 30. Donc, je repars un truc très simple, c'est 1,5, parce qu'avec 1 sur R, c'est plus long avec les notations, mais on pourrait faire la même chose avec 1 sur R.
là, j'ai dit 1,5. Donc ça, c'était ce qu'on avait au départ. Ça, c'était mes notations. Et comme j'ai dit, maintenant, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un M pour chaque modèle. Donc, j'ai plus G, mais j'ai M parce que pour le modèle de l'IPSL, de mon laboratoire, j'ai une réponse. Pour le modèle américain du NCAR, j'ai une autre réponse. Il y a un petit indice M qui apparaît. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est utiliser en fait encore cette idée de relatif. Les records, c'est quand même c'est toujours des comparaisons. Ce n'est pas des valeurs absolues, mais des comparaisons. Et on s'est dit, en fait, si je prends une variable univariée, très simple, n'importe quelle variable univariée continue, par exemple, si je prends une sortie de modèle, xm, si j'applique à sa propre fonction de répartition, bien sûr, ça c'est une loi uniforme. Et si je fais l'inverse de la fonction de répartition de x, ça c'est la loi de x. Ça c'est toujours vrai. Ça n'a rien à voir avec le modèle climatique, ça c'est toujours vrai. Et bien sûr, c'est toujours vrai pour z, le monde factuel. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on suppose que la fonction de transfert, de passer du modèle M à l'observation qu'on n'a jamais observée, puisque c'est un monde contrefactuel qu'on observera de toute façon jamais, mais si on pouvait faire ça, ce serait ça la transformation. Et donc, dans quel cas, cette transformation, si je dois corriger par exemple mon modèle numérique pour qu'il ressemble à mes observations, ici j'ai mon modèle dans le monde factuel, ben, si je suppose que la correction que je dois faire est équivalente, qu'est-ce que ça me donne si la condition A est vérifiée, qu'est-ce que ça me dit sur ma probabilité P1 que j'ai? Alors, ça, je vais répéter. Et en fait, ce qui est très important de voir, c'est que si la condition A est vérifiée, je peux vous montrer, mais en fait, P1 est égal à P1 de M. Donc, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la condition A était vérifiée, alors je peux calculer de manière parfaite, sauf l'erreur de référence, à partir de mon modèle, ce que je n'ai jamais observé. OK? Donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que la condition A est vérifiée? En fait, et en particulier, maintenant ce qu'on va faire, c'est combiner les modèles. Donc notre stratégie est très simple, c'est de se dire, ben, les modèles qui vérifient la condition A, ils vont avoir un poids fort si je fais une combinaison convexe des modèles. Et si, au contraire, pour certains modèles, la condition A n'est pas bien vérifiée, alors ce modèle-là, je le rejette. Je mets un poids faible. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Alors, l'inférence, bon, c'est pareil. Donc, c'est pareil. On refait exactement la même chose, sauf que maintenant, ben, on fait ça pour chaque modèle. Donc, c'est une inférence par noyau. Et on obtient ce type de figure. Donc là, par exemple, là, c'était un des modèles de Météo France. Je l'ai enlevé parce qu'il ne marchait pas bien. Juste ça parce qu'Oxydane, elle travaille un petit peu à Météo France aussi. Mais l'autre version marque bien. Donc ça va. Donc, pour vous expliquer le graphe, en fait, ce qu'on voit, là, c'est l'axe du temps, les années. Donc, on voit, bien sûr, dans la période pré-industrielle de 1850 à 1900, un bon modèle devrait être égal à 1,5. Puisqu'on sait que factuel et contre-factuel devraient être la même chose. Et là, par exemple, le modèle de l'IPSL, finalement, il ne marche pas si bien que ça au début. Là, il surchauffe un petit peu. Donc, on peut avoir une idée de la performance des modèles. Et ce qu'on a fait, ben, c'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, on fait une hypothèse qui est à la fois forte, mais à la fois très naturelle. C'est de se dire, pour tester l'hypothèse A, là, on suppose que de 1850 à 1900, le monde factuel et le monde contrefactuel sont égaux. D'accord? Donc, dans la période pré-industrielle, on suppose que l'apport des gaz à émission de gaz à effet de serre était négligeable. Et donc, dans ce cadre-là, on peut tester sur cette période-là quelle valeur on devrait obtenir, et on devrait obtenir 1,5. Donc, je peux
Donc, on peut, par exemple, en faisant des QPlots, des choses comme ça, par exemple, ça c'est un point à Oxford, voir si cette hypothèse est vérifiée. On devrait avoir un QPlot qui doit être à peu près vérifié comme ça, il y a 50 points. Et en fait, dans certains cas, par exemple, c'est tout à l'heure que je disais ce modèle-là n'est pas très beau, c'est parce qu'en fait, il n'est pas très très près de la diagonale ici. Donc après, on fait des choses assez classiques au niveau de la combinaison de poids, et on obtient à la fin, par exemple, ce type de graphique pour chaque point de grille. Donc ici, ça c'est en rouge, c'est le meilleur modèle, par rapport à un critère, et en bleu, c'est le modèle avec la combinaison convexe que je viens d'expliquer, avec une pénalité par rapport au fait que la condition A soit vérifiée. Donc, par construction, de 1850 à 1900, on est vraiment centré sur un 0,5, et ensuite, on croît plus vite. En fait, ça veut dire que le signal qui était dans les modèles, ensemble, en fait, est meilleur que le signal qui était dans un seul modèle, même si ce modèle-là était le meilleur. Et donc, on voit aussi qu'on a une barre de certitude faible. Et on peut, par exemple, commencer à faire des choses intéressantes. En particulier, on peut se poser la question maintenant, à partir de quand, à partir de quelle année, on voit un signal émerger. Par exemple, ici, pour ce point de grille, là, à partir de 2000, en gros, on voit que 1,5 sort de l'intervalle de confiance bleu, et donc on se dit à 95%, 2000 était un temps d'émergence. Et 2000 était un temps d'émergence. Et donc ça, je peux faire ça pour chaque point de grille, pour avoir un type de carte de ce type-là, que je vais faire ici. Donc ici, pour chaque point de grille, donc mon graphique est un peu différent ici, c'est que les couleurs reprennent ces années. Donc, si on regarde par exemple le point à Oxford ici, que je disais, à partir de 2000, on peut attribuer, avec une confiance de 95%, avec les hypothèses qu'on a mentionnées dans toute cette présentation, que le signal anthropique a été détecté vers les années 2000. Donc, en fait, et ça, c'est pour les précipitations. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et même dans certains cas, dans pas mal de régions du monde, bien avant, on pouvait détecter le changement dans les précipitations extrêmes à partir de des modèles. D'accord? Dans d'autres régions, il faut attendre plus longtemps, et dans d'autres régions comme l'Australie, ce n'est pas parce qu'on ne détecte pas de signal, c'est parce que le signal est dans le sens opposé. Là, dans cette carte-là, c'est un accroissement des précipitations. Il y a une autre carte, je pourrais montrer, mais c'est l'inverse. C'est une diminution des précipitations. D'accord? Donc, cette carte-là, par exemple, ça peut vous être utile si, par exemple, vous voulez faire un procès. Vous êtes une île et vous dites, ben, en fait, à partir des années 2000, ben, en fait, l'Europe était responsable des émissions des gens, par exemple, au niveau des précipitations. En tant que statisticien, je leur conseillerais de changer la largeur de fenêtre qui a servi de l'estimateur en noyau. Oui, mais c'est assez... Comme ça pourra varier de 10 ans dans le sens où... Voilà. Mais en fait, comme on sait que le signal est assez... le choix de la bandwidth n'est pas... C'est pas si sensible. C'est pas si sensible, puisque le signal sous-jacent, on sait qu'il est assez lent et assez lisse. Pas trop de trucs irréguliers. Ouais. Mais dis-moi, je ne dis pas qu'il faut utiliser ça pour faire ce que je dis, mais... et donc, je vais conclure. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que le domaine de la détection-attribution, c'est de comparer des mondes factuels et contrefactuels, donc à savoir un petit peu répondre à la question quelle est la contribution du forçage humain ou d'autres, des arrêts au sol, etc., dans les questions de changement climatique. En particulier, moi, je me suis focalisé sur les événements extrêmes. Et donc, avec les collègues, donc on a essayé de proposer de manière simple de combiner les modèles. On a pu s'apercevoir que même à partir des années 90, on peut repérer des choses. On s'est déplacé du fait
estimer 6 paramètres d'une GEV dans un cadre non stationnaire à plutôt 2 paramètres d'une boîte boule. Donc, en fait, c'est un algorithme qui marche très rapidement, assez rapidement, on va dire. Par contre, ici, dans ma présentation, je n'ai jamais utilisé les observations. Tout ça, c'est fait dans le monde du modèle. Donc, il y a beaucoup de complexité qui arrive si on s'intéresse aux observations. Pourquoi? Parce que si vous regardez la fenêtre temporelle, c'est 1850 jusqu'à 2100. Donc, en 2100, on n'a pas d'observation, c'est sûr. En 1850, il y en avait très peu, très mauvaise qualité. Et donc, la qualité des observations varie beaucoup. En 2022, ce n'est pas du tout la même connaissance des observations qu'on a. Donc, et les modèles, par exemple pour les précipitations, ne sont pas équivalents. Donc, il y a pas mal de corrections à faire, donc c'est un étape important. Il y a aussi un point intéressant, je pense que en particulier pour les gens qui aiment bien les questions de probastat, c'est qu'ici j'ai beaucoup utilisé la notion de record dans le cadre non stationnaire, mais j'ai toute mon idée, c'est point par point. Donc, la question, c'est comment définir un record, non pas point par point, mais spatialement. Qui n'est pas il y a beaucoup de choix. Parce qu'on peut dire un record, sur une région, il faut définir la région, et on peut dire tous les points de la région sont supérieurs aux autres points passés ou autre chose, ou un seul point de la région, etc. Donc il y a beaucoup de définitions. Ça met en place aussi la question de dépendance, on dit la dépendance spatiale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions théoriques intéressantes dans le cadre. Je n'ai pas trouvé dans la littérature de stats des gens qui s'intéressent à ça, en particulier dans un cadre non stationnaire. Mais il y a des gens très intelligents dans la salle, donc. Et déjà en stationnaire, je crois que c'est pas si facile. C'est pas si facile que ça. Et ici, donc j'enverrai la liste, la slide à Paul, mais en gros, c'est la liste des collaborateurs et des publics pour laquelle on a travaillé. Et les slides seront donc en ligne bientôt. Oui, bientôt, même on pourrait dire dans quelques minutes. Voilà, donc peut-être que je vais prendre des questions de la salle, plutôt Bien sûr. de Zoom avant, peut-être. Oui, très bien. S'il y en a, ou sinon on peut commencer par les questions. Attends. Ah oui. Alors, je ne sais pas comment faire. J'ai envoyé un petit message. Je vais leur demander de. Y a-t-il des questions par Zoom? Sinon, on va passer aux questions dans la salle, comme vous voulez. Pas de questions pour moi. OK. A silly question. OK. So you're looking at the maximums, and I guess your interest is in protecting against the maximum reaching a level. Mm-hmm. Is there any approach, or what approach do you know to tell when the maximum will be reached, a certain level will be reached? So, because here you are looking at protecting yourself against a maximum. Question is, when would the maximum, the level that you're looking at, this could be reached? As I said, this is a silly question and I don't expect an answer. Okay, so as you know, Victor, there's no silly question, only silly answers. But I think in this case, you could, another way, because here, I fix the threshold U to be a variable, which is the max of all the other observations. But of course, you could frame the problem differently. For example, you could find U such that, probability of x of t greater than U, and either fix equals to P and find U of t, let's say. You could do that. But in this case, I don't have all this, I lose the relative comparison. So in some sense, what I've said is not true anymore, but you can still then use the GV or the Pareto distribution to compute that. So
So if I understood correctly your question, I mean that yes, it's possible to fix the threshold to change the threshold in time, let's say, U of t, but you have to fix something. So for example, you can fix P, the probability that you say that there is a risk. And then you have to compute simply the quantile function of that. But this takes much more time, and but it's possible, and some people have done that. I can send you the reference if you want. Yes, please do so. Another question was for the source of your climate data. Oh, The question from Ardimiro Aratian. so yeah, I mean that's Barcelona. yeah. This is a good question too. So I use what's called the CMIP experiment. So there is different CMIP 5, CMIP 6. CMIP 6 is the latest one, and so this is freely available. If you Google just if you type CMIP 6, you could find a database. You have to be careful because they are huge. I mean, because here I only mentioned annual precipitation basically, but when the output of the climate model, there is like thousands of variables. And so if you download everything, I don't think your computer will be big enough to store that. So you have to really look at what kind of variable you want to look at. CMIP. So I'm going to, let's see. You can type it. You see it's written here. If you look at my screen, Okay. CMIP. So it's a corporate model. Okay. And 6. So type CMIP 6 and on Google, and you will find, I think, a database. But if you have more questions, just send me an email, and then I will send you the link. That will be, I think, the easiest way. Il y a des questions peut-être Ouais. Moi, j'étais déjà sur les hypothèses stochastiques par rapport au monde factuel et au monde factuel. Donc, les X, en fait, c'est échangeable. Ouais, c'est J'ai pas d'intuition pourquoi ça marche forcément intuitivement. Alors, Parce que stationnaire, je comprends, mais échangeable, ça paraît. alors, de toute façon, en fait, c'est pour ça que pour les précipitations, tu vois, si tu prends les précipitations annuelles, d'année en année, si elles sont stationnaires, ça revient à dire qu'elles sont idéales. Parce que ce que tu observes au niveau de la précip annuelle, je parle. Par contre, si tu prends une échelle de temps plus petite, par exemple, si tu prends les précipes journalières, bien sûr, là, il y a une forte dépendance temporelle. Donc ici, en fait, dans la temporalité, pratiquement tout est idée. Dans le monde contrefactuel. Parce que je prends des max annuels. Si on prenait, par exemple, des max, on va dire, hebdomadaires, là, il y aurait certainement une dépendance. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce serait plus 1 sur R. Ce serait une probabilité, si je suppose que mes max suivent une loi, je vais multivarier dans ce cas-là. Donc, j'aurais un paramètre. En fait, ce serait le type 1 divisé par 1 plus θ moins 1 R. Θ, ce serait mon coefficient de dépendance. Ça serait un paramètre à ajouter dans la liste si on souhaitait le faire. Mais c'est sûr que c'est pour ça qu'on a choisi cette fenêtre temporelle d'1 an. Mais plus on va vers des dimensions temporelles fines et spatiales fines, plus la dépendance est forte dans l'espace et dans le temps. Donc ça complexifie les choses. L'autre truc que j'ai pas compris, c'est dans le factuel. Ouais. C'est les aides. Ouais. Il y a des lissages par noyau, et puis après, il y a des intervalles de confiance. Tout ça. Donc, là, du coup, ça a été calculé comme. Parce que du coup, dans le factuel, c'est non stationnaire. Ouais. Mais les intervalles de confiance, ils vont dépendre du fait si c'est dépendant ou pas.
Alors, l'hypothèse stochastique. les pendances, alors, est-ce que je l'ai là? Oups, peut-être derrière, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Voilà. En gros, ici, les Z sont dépendants, mais en fait, on suppose qu'ils sont ces Z, on va dire F de T, une tendance, Ouais, module Plus- autonome. Ouais. plus quelque chose qui est ID. Ah, d'accord. Oui, Et donc, ça simplifie pareil. oui, c'est compliqué. Voilà. d'avoir, Et- Exactement. Donc là, donc au niveau technique, il n'y a pas beaucoup de difficultés. La seule difficulté ici, c'est que j'ai aussi, là, c'est un processus empirique, mais ça, ça ajoute un petit peu, mais c'est pas trop dur non plus. Mais on pourrait ajouter de la. Mais c'est pareil, comme je prends les max annuels de précipitation, même dans le monde contrefactuel, à part la tendance à long terme, il n'y a pas de dépendance à court terme. Mais je te dis, si on voulait vraiment, par contre, faire un truc où il y a une dépendance longue ou forte, ce serait, en fait, c'est la question ici, là, comment estimer ça? C'est pas trivial, quoi. Si il y a une question avant de prendre un café, là. Dans ce cas-là, merci. Merci. Thank you, and thank you to all the people attending the conference. Hop. Bye. Thank you.